Bienvenue à cette session de présentation de ma formation d'hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Durant la bonne heure que nous allons partager ensemble, mon souhait est de pouvoir partager avec vous les différentes questions auxquelles j'ai le plus souvent à répondre à propos de ma formation et surtout aussi de pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc, je vous invite à pouvoir utiliser la zone des commentaires ou du chat pour poser les questions de façon à ce qu'elles puissent apparaître à mon écran et que je puisse y répondre tout au long de cette session de présentation. Cela fait maintenant 25 ans que j'ai débuté mon voyage, ma formation. En 2000, j'ai fait ma toute première formation à l'hypnose ericksonienne. Et puis, je me suis formé pendant près de 2 ans. Et à partir de 2002, j'ai commencé à accueillir des personnes et à conduire des séances. Et ce que je tiens tout particulièrement à faire durant mes formations, c'est bien évidemment à vous transmettre des informations théoriques, des éléments pratiques et aussi toute l'expérience que j'ai pu accumuler au bout de ces plus de 20 années de pratique. Et encore aujourd'hui, je continue à recevoir des personnes, je continue à pratiquer parce que je pense que c'est indispensable pour un enseignant de garder un pied dans la pratique. Durant mon cursus, durant mon voyage de formation, j'ai très vite vu la différence entre les formateurs qui continuaient à avoir une pratique privée et les formateurs qui avaient cessé toute forme de pratique privée et qui ne faisaient plus que de la formation. La différence fondamentale que j'ai pu observer, c'est que ceux qui gardaient une pratique privée avaient une approche beaucoup plus humble et beaucoup plus réaliste de la pratique, parce que bien évidemment, en théorie, c'est toujours beaucoup plus facile. Et donc, les enseignants qui avaient quitté le monde de la pratique et qui ne faisaient plus que de l'enseignement avaient beaucoup plus souvent tendance à nous dire « il suffit il y a qu'à faire ça, et puis ça va fonctionner ». Et quand on pratique, on se rend bien compte que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, naturellement, il y a des cadres, il y a des principes, il y a des protocoles que je vous présente durant la formation, et en même temps, chaque personne est différente, chaque situation est différente, chaque situation est unique. Et donc, il est important de pouvoir développer une certaine forme de souplesse, de créativité, de capacité d'adaptation. Et c'est quelque chose qui est bien évidemment présent dans la formation, que je stimule à travers la formation et que je cherche moi aussi à continuer à cultiver, à entraîner, à pratiquer par le fait de continuer à recevoir des personnes. Alors même si aujourd'hui officiellement, quand on appelle sur mon répondeur, je dis que je ne reçois plus de personnes, c'est simplement qu'il y a tellement de personnes qui me connaissent, qu'ils me contactent en direct ou par mail ou qu'ils ont mon numéro de portable. Donc mon agenda est encore bien rempli, raison pour laquelle j'ai fait ce choix d'annoncer qu'officiellement, je ne faisais plus de consultation pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, je dois apprendre à canaliser et puis à limiter et bien évidemment aussi à libérer du temps pour pouvoir gérer l'administration et l'organisation des formations. Pour bien débuter cette heure, je vais d'emblée utiliser ces diapositives. Et la toute première diapositive, elle aura pour mission de définir le programme, les différents points à travers lesquels je vais passer durant cette heure de présentation. Je vais d'abord vous présenter ma vision de l'hypnose ericksonienne et les valeurs qui m'animent dans ma pratique de l'hypnose ericksonienne et dans mon enseignement de l'hypnose ericksonienne. Faire le choix d'une formation en hypnose est un choix difficile. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses écoles différentes qui fonctionnent, qui enseignent de manière différente. Et je pense que c'est important pour vous d'avoir ma vision, mes valeurs pour valider que ma vision des choses, les valeurs qui m'animent dans mon enseignement correspondent à vos valeurs et à ce que vous recherchez à travers une formation en hypnose ericksonienne. Je vous présenterai ensuite le programme de la formation et sa structure pédagogique. La structure pédagogique repose sur un modèle bien précis qu'il me semble utile et important de connaître pour comprendre comment s'articule, comment s'organise de manière globale l'ensemble des 20 jours qui composent la formation.
Un élément important, c'est de connaître bien évidemment les critères de certification, puisque à l'issue de cette formation, vous obtenez un diplôme, vous pouvez obtenir un diplôme, et que s'il y a l'obtention possible d'un diplôme, il y a bien évidemment la nécessité, de ma part, de pouvoir valider que vous avez acquis et développé, entraîné les compétences nécessaires de manière à ce que je puisse vous remettre ce diplôme. Donc, connaître les critères de certification, c'est important parce que ça vous permet, comme cela, de pouvoir aussi mieux savoir qu'est-ce qui est attendu dans la formation et puis de concentrer votre entraînement, votre apprentissage sur des éléments bien précis. Je ferai la liste de la majorité des outils qui seront présentés dans le cadre des 20 jours de la formation. Et puis, je terminerai par ce qui est ma spécialité et que j'ai développé au fil des plus de 20 années de ma pratique. C'est ce que j'ai appelé le modèle d'intervention stratégique. C'est quelque chose que j'ai développé d'une part parce que j'en avais besoin. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai reçu durant mes formations, mais c'est quelque chose qui s'est développé par l'expérience que j'ai développée au fil de mes plus de 20 années de pratique. J'ai une approche qui est assez structurée. J'aime que les choses soient organisées. En tout cas, dans ma tête, j'ai besoin que ça soit, qu'il y ait une certaine forme de systémique. Hein, c'est le terme, la systémique, c'est de décomposer un ensemble complexe en ensemble plus petit pour appréhender cette complexité. Et donc, le but de ce modèle stratégique, c'est vraiment de vous aider à pouvoir mieux comprendre comment fonctionne une personne, de vous aider à mieux la questionner, parce que comme on le verra en fin de cette présentation, dans le cadre de ce modèle d'intervention stratégique, le questionnement est un élément clé. Alors c'est évident que quand on débute une formation en hypnose, on a l'impression que le plus important, c'est de savoir faire de l'hypnose, c'est de savoir faire des inductions hypnotiques, c'est de maîtriser la communication hypnotique. Certes, c'est important, et en même temps, ce n'est qu'un outil. Et cet outil, il est au service de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand auquel l'outil est au service, c'est la relation thérapeutique et c'est le processus d'accompagnement. Et il me semble essentiel de pouvoir accompagner les personnes avec une certaine structure de façon à pouvoir faire un travail qui soit à la fois respectueux, éthique et de qualité. Donc, raison pour laquelle ce modèle stratégique d'intervention est quelque chose qui me semble fondamental et important. Avant qu'on aborde tous ces différents sujets, un premier point qui me semble important de présenter, c'est ce avec quoi je commence la formation, c'est une définition de l'hypnose. Alors aujourd'hui, l'hypnose, on en entend beaucoup parler. Si maintenant on s'amusait à faire un radio-trottoir et puis on pose la question aux personnes qu'on croise dans la rue, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypnose, du mot hypnose ? Il y a très peu de probabilité que des personnes nous disent « Ah non, j'ai jamais entendu parler de l'hypnose ». L'hypnose est quelque chose de très connu. Malheureusement, lorsqu'on pose la question « Et concrètement, pour vous, c'est quoi l'hypnose ?» Alors là, on a soit plein de réponses différentes, soit on n'a pas de réponse du tout. Mais à partir du moment où on aborde cette question « Qu'est-ce que c'est concrètement l'hypnose ?» Eh bien, ça devient beaucoup plus flou. Alors qu'en réalité, c'est hyper simple. C'est la réunion de 3 éléments simultanément. Le premier élément, qui est l'élément le plus important. Et je regrette aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de formations qui existent sur le marché où on se concentre que sur les outils, les techniques d'hypnose, comment formuler des suggestions hypnotiques, et on oublie le plus souvent cette dimension fondamentale. Et cette dimension fondamentale, c'est la relation. C'est la relation que l'on va établir avec une personne. Sans cette relation, l'hypnose ne peut pas exister. Quel que soit le type d'hypnose qu'on pratique. Si je pratique de l'hypnose dans un contexte de spectacle, ce qui n'est absolument pas le cas, mais on peut extrapoler, si je pratique l'hypnose dans un contexte de spectacle, eh bien, j'ai besoin d'établir une relation avec mon public. J'ai besoin d'établir une relation avec la personne qui est montée sur scène et avec laquelle je vais faire un spectacle. Si on imagine le contexte de l'hypnose de rue, et puis je marche comme ça dans la rue, il y a un monsieur ou une dame qui fait de l'hypnose de rue, et puis cette personne, elle m'appelle, me dit « Monsieur, venez vivre une expérience incroyable, venez vivre de l'hypnose ». Et que je ne m'arrête pas, je ne la regarde pas, je ne m'arrête pas, je continue mon chemin. Je ne lui laisse pas la possibilité d'établir une relation avec moi. Si
je ne lui laisse pas la possibilité d'établir une relation avec moi, cette personne a beau être la meilleure hypnotiseur de rue du monde, elle ne pourra rien faire. La relation, c'est le fondement, c'est la base sur laquelle va se construire tout le reste de l'accompagnement, tout le reste du travail hypnotique. Et dans un contexte thérapeutique, la relation est fondamentale. Parce que cette relation, elle doit permettre aux clients ou aux patients de se sentir en sécurité, de se sentir respecté, de se sentir reconnu. Si j'ai en face de moi une personne qui est dans la méfiance, si j'ai en face de moi une personne qui est dans l'insécurité, ce qui est tout à fait légitime. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, encore aujourd'hui, de recevoir des personnes qui me disent oh ben, vous savez, j'y crois pas, ou elles ont même pas besoin de me le dire. Je le vois, je le sens dans leur langage non verbal, qu'il y a une forme d'insécurité, il y a une forme de méfiance. Et tant que je n'ai pas réussi à construire une relation de confiance avec elles, même si je maîtrise mes outils de l'hypnose, le travail que l'on pourra faire ensemble ne sera pas aussi bon que si je prends d'abord le temps d'établir une vraie relation de confiance avec cette personne. Donc la relation est quelque chose d'hyper important. Et ce n'est pas un don, que de pouvoir établir une relation avec une autre personne. C'est une capacité qui s'entraîne, qui se développe comme une autre. Pour la développer, le plus souvent, et c'est ce que j'aborde et sur lequel je mets une grande importance dans ma formation, c'est que pour pouvoir être en relation avec l'autre, j'ai d'abord besoin d'être en relation avec moi-même. Si je ne suis pas en relation avec moi, je vais avoir de la difficulté d'être en relation pleine et entière avec l'autre. Je peux être en relation intellectuellement avec l'autre, mais ça ne va pas suffire, surtout dans un contexte thérapeutique. Pour que la personne qui est en face de moi se sente en sécurité, se sente reconnue, se sente accueillie, eh bien, j'ai besoin d'établir une relation avec elle à tous les niveaux. Raison pour laquelle j'ai d'abord besoin d'établir une relation avec moi-même avant de pouvoir établir une relation avec elle. Donc la relation, c'est fondamental et essentiel. On le retrouve d'ailleurs si on pratique de l'auto-hypnose, puisque en faisant une formation comme celle que je propose de 20 jours, vous allez apprendre à guider des séances d'hypnose pour d'autres personnes. Eh bien, en apprenant à guider d'autres personnes, vous allez apprendre à vous guider vous-même. Donc, toute hypnose est auto-hypnose, comme le disait Milton Erickson. Donc, apprendre à guider une personne dans une expérience hypnotique, indirectement, c'est quelque chose que l'on peut faire avec soi sous forme d'auto-hypnose. Eh bien, quand on pratique de l'auto-hypnose, c'est exactement la même idée. Quand je pratique de l'auto-hypnose, eh bien, je vais établir une relation avec moi. Donc ça, c'est le premier élément essentiel pour définir ce que c'est que l'hypnose, c'est une relation. Le deuxième élément clé, c'est qu'au sein de cette relation, il va y avoir une communication. L'hypnose, c'est de la communication, uniquement de la communication. Dans mon cabinet, je n'ai aucun accessoire. Je n'ai pas d'outil particulier, je n'ai pas d'objet particulier. La bonne technique du bon vieux pendule d'antan, aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce qu'on sait qu'on peut faire les choses autrement. Donc, je n'ai aucun accessoire. Le seul accessoire que j'ai à ma disposition, c'est un cahier, un stylo pour prendre des notes parce que j'ai besoin de prendre des notes quand je conduis ma séance. Mais à part ces accessoires-là, pour pouvoir accompagner la personne, pour pouvoir la guider, pour pouvoir la comprendre, eh bien, je n'ai besoin de rien si ce n'est d'être capable de communiquer. Et communiquer, ce n'est pas juste parler. Communiquer, c'est aussi observer avec nos yeux, c'est écouter avec nos oreilles, c'est ressentir avec notre corps. Dans l'écoute, c'est également parler, mais parler avec la voix, parler avec l'intonation de la voix, parler avec le volume de la voix, c'est tout ce qu'on appelle la communication verbale et non verbale. Et les études démontrent que, de manière, on va dire, standard dans la vie de tous les jours, 20% de la communication est verbale et 80% de la communication est non verbale. Lorsqu'on se retrouve dans un contexte de séance d'hypnose, la part du non-verbal va gagner encore davantage en importance. Donc, apprendre à communiquer verbalement et non-verbalement est essentiel pour pouvoir guider et accompagner une personne dans l'expérience hypnotique. Et à travers cette relation et cette communication, eh bien, il va y avoir hypnose à partir du moment où
on ajoute un troisième ingrédient qui est l'état hypnotique. L'état hypnotique est un état neurologique naturel qui va se manifester, s'installer d'une certaine manière spontanément dans le cerveau. Et donc, à partir du moment où dans le même espace-temps, il y a une relation, qu'à travers cette relation, il y a une communication, et que cette communication, elle amène, elle induit, puisque c'est le terme technique, l'induction, cette communication induit un état hypnotique et ensuite utilise cet état hypnotique, ce qu'on appelle les suggestions, eh bien, lorsque dans ce moment-là, il y a cette relation, au sein de cette relation, il y a cette communication, et la communication utilise l'état hypnotique, eh bien, on peut dire qu'à ce moment-là, on a une séance d'hypnose. Donc, le but de ma formation, c'est à la fois d'apprendre à établir une relation avec soi et avec l'autre, d'apprendre les outils de communication de l'hypnose qui vont permettre d'utiliser le plein potentiel de notre communication. Et à travers cette communication et la relation, eh bien, tout naturellement, on va apprendre à utiliser l'état hypnotique pour aider la personne à vivre le changement pour lequel elle vient nous consulter. Donc voilà pour ce qui est de la définition de l'hypnose. Ma vision de l'hypnose. Je dois dire en toute humilité que c'est quelque chose qui me passionne, l'hypnose. C'est pas tant l'état hypnotique qui me passionne. Bien évidemment, avec le temps, je suis toujours fasciné par tout le potentiel de notre cerveau et par toutes les ressources que notre cerveau est capable de stimuler, de libérer, de favoriser dans l'état hypnotique. Mais ce qui me passionne particulièrement dans l'hypnose, c'est la dimension de la relation. C'est ce moment si particulier où on est dans une forme de sensibilité, de vulnérabilité. Moi, j'aime bien me souvenir que quand je reçois une personne, ben cette personne, elle va me dire des choses qui sont parfois très intimes, et d'autant plus que lorsqu'on vient me voir, on vient me voir généralement pour une difficulté, pour un problème, quel qu'il soit. Et parler de ses problèmes, ou parler de ses limites, ou parler de ses échecs, ou parler de ses failles à un inconnu, c'est quelque chose de très compliqué. Et moi, j'aime me souvenir combien c'est exigeant de venir voir quelqu'un comme moi pour dire, ben voilà, j'aimerais changer ceci, j'arrive pas, ou j'ai cette habitude-là qui est néfaste pour moi et je n'arrive pas à la changer, ou je suis envahi par ces émotions-là que je n'arrive pas à transformer. Et d'en parler à un inconnu, c'est quelque chose qui est exigeant. Et c'est pour moi vraiment une forme de petit miracle de pouvoir se retrouver, d'être ensemble dans cette relation et de partager ce qui fait de nous des humains, à la fois nos espoirs et nos failles, nos ressources et nos limites, et puis de vivre ce moment assez unique, assez magique. Donc, de garder à l'esprit que la relation thérapeutique, c'est la fondation, et que c'est sur cette relation thérapeutique que va se construire tout le reste. L'autre élément qui est pour moi fascinant et qui fait que je fais encore ce travail après toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas deux séances identiques. Même si je vois la personne plusieurs fois, parce que bien évidemment ça arrive fréquemment que je voie la personne plusieurs fois, lorsque je vois la personne plusieurs fois, à chaque fois la personne est dans un état différent. Et donc même si c'est la même personne, ça ne va pas être la même séance. Donc chaque séance est unique, chaque personne est unique. Et j'aime cultiver, j'aime conserver. Je ne veux pas, et ça c'est un choix personnel de ma part, je ne veux pas entrer dans une forme de théorie en disant, ben voilà, cette personne fonctionne comme ça, donc elle est dans ce cadre-là, elle est dans ce moule-là, elle est dans ce modèle-là, et puis je vais travailler avec elle dans ce moule-là. Non, la personne n'est pas un moule, c'est pas une pathologie, c'est pas un symptôme, c'est pas une difficulté. Combien de personnes viennent me voir en me disant, voilà, je souffre d'anxiété, par exemple. Oui, la personne, elle souffre d'anxiété, et en même temps, elle a une façon de souffrir de l'anxiété qui est particulière, qui est la sienne. Et mon but, mon intention, c'est d'aller à la rencontre de la manière dont cette personne spécifique vit cette difficulté qu'est l'anxiété. Et l'anxiété, c'est une difficulté très paralysante, très limitante, très bloquante. Et donc, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir aller rencontrer la personne là où elle est, dans sa manière à elle de vivre la vie, de vivre les difficultés de la vie, de vivre l'anxiété. Donc chaque personne est unique et différente.
L'autre élément qui était pour moi important, c'est que dans l'approche qu'avait Erickson, c'est une approche qui utilise les ressources de l'état hypnotique. Donc pour lui, l'état hypnotique, c'était la source de toutes nos ressources. Et l'objectif de l'expérience d'hypnose, c'est d'éveiller les ressources d'une personne pour lui permettre d'apprendre ou de transformer ce qu'elle a besoin d'apprendre et de transformer. Et donc, dans cette dimension-là, on envisage l'hypnose et l'état hypnotique, comme un moyen d'éveiller les ressources intérieures pour permettre à la personne de créer sa solution. La solution, elle ne vient pas de moi. Ce n'est pas à moi à trouver la solution pour la personne. Ce n'est pas à moi à dire à la personne, vous pensez ça, ou vous ressentez ça, ou vous fonctionnez comme ça. Non, ce qui est important pour moi, c'est de faire confiance en ses ressources intérieures et à travers l'expérience hypnotique, de l'aider à se relier à ses ressources intérieures et qu'elle puisse créer sa propre solution. Que la solution vienne d'elle et pas que ça soit quelque chose qui vienne de l'extérieur ou de moi. Donc, l'hypnose éveille les ressources intérieures. Et pour éveiller ces ressources intérieures, eh bien, on va utiliser en hypnose ericksonienne principalement ce qu'on appelle un langage indirect. C'est la différence fondamentale entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose hellmanienne ou l'hypnose classique. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet et vous cherchez des formations d'hypnose, généralement, il y a les deux grands courants. Il y a soit l'hypnose ericksonienne d'un côté, soit l'hypnose hellmanienne ou l'hypnose classique. En hypnose hellmanienne ou en hypnose classique, on utilise généralement un discours qui est directif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un discours qui est composé principalement d'affirmations. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les spectacles d'hypnose, où l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur va dire à la personne, vous vous relaxez profondément et à chaque expiration, votre corps qui se détend un peu plus profondément, vos muscles se relâchent. Vous voyez, si j'utilise ces formulations-là, vous pouvez entendre que dans mon discours, je ne formule les choses que sous forme d'affirmation. Vous faites ça, vous pensez ça, vous ressentez ça. Votre corps se détend, vous vous endormez profondément. On a des affirmations. Et Milton Erickson, au début de sa pratique, eh bien, il utilisait naturellement cette forme d'hypnose parce que c'est cette forme-là qui existait au tout début du XXe siècle, 1910, 1915, 1920. Et donc, il s'est d'abord formé à cette forme d'hypnose. Et au début de sa carrière de médecin, puisque Milton Erickson était médecin psychiatre, au début de sa carrière de médecin psychiatre, Erickson travaillait dans un hôpital psychiatrique. Donc vous imaginez le milieu de la psychiatrie dans les années 1930, 1940, c'est un milieu assez austère, assez dur, assez violent parfois même. Et donc il a développé, rénové, réinventé, révolutionné l'hypnose dans ce contexte-là, en travaillant avec des personnes qui souffraient de schizophrénie ou de troubles bipolaires ou d'autres troubles psychiatriques. Et il s'est rendu compte que quand il utilisait un discours très directif, comme on l'utilise en hypnose classique ou en hypnose hellmanienne, eh bien, ça ne marchait pas très bien. Et donc, il s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et c'est comme ça qu'il a développé ce qu'on appelle la communication indirecte ou les suggestions indirectes. Les suggestions indirectes, c'est au lieu de dire à la personne « vous faites ça », c'est de poser des questions. De par exemple dire « et je me demande comment votre corps peut se relâcher en même temps que vous pouvez continuer à entendre le son de ma voix ». On entend dans cette phrase-là qu'au début, je formule une question, c'est « je me demande comment votre corps peut se relâcher en même temps que vous pouvez entendre le son de ma voix ». Donc la deuxième partie de ma phrase est une affirmation, ce qui veut dire qu'on ne rejette pas complètement les affirmations, on ne rejette pas complètement la forme directive. Ce qui va être différent, c'est déjà l'intonation avec laquelle on va le faire. Et ce qui est encore plus important, c'est que ma phrase, elle commence par une question. Et cette question, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler les ressources neurologiques, elle va stimuler l'imaginaire. La personne, quand elle entend cette phrase, et je me demande comment votre corps se relâche, elle n'est pas en train de se dire « il faut que je me relâche, il faut que je me relâche, il faut que je me relâche ». Non, elle est en train de se dire « ah, comment est-ce que c'est en train de se relâcher ?» Et dans le cerveau, c'est complètement différent. Ça ne produit pas du tout le même effet. Lorsqu'on a une formulation directive, une affirmation, votre corps se relâche, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est la personne, elle entend ça,
Et elle se dit, il faut que je relâche mon corps. Donc, il y a une volonté qui se met. Alors que dans l'approche indirecte, on n'a pas la volonté qui est stimulée, on a la curiosité qui est stimulée. Et ça, c'est la nuance qui fait toute la différence. En hypnose hellmanienne ou classique, on affirme les choses et on stimule davantage la volonté de la personne qu'on guide, alors qu'avec l'approche indirecte, avec l'approche ericksonienne, on va davantage stimuler, éveiller la curiosité de la personne. Et c'est cette curiosité, lorsqu'elle est stimulée dans le cerveau, qui va amener le cerveau à explorer, à créer, à construire sa propre solution. Et le discours indirect, le plus indirect, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce qu'on appelle le discours métaphorique. C'est le fait de raconter des histoires. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui existe aujourd'hui sur Internet et principalement dans le domaine du marketing, mais il y a la technique qu'on appelle du storytelling, c'est de raconter des histoires. Là, Milton Erickson, depuis les années 20, depuis les années 30, il utilise le storytelling, il utilise les histoires pour aider les gens à changer. Parce que c'est une des techniques, un des moyens les plus puissants pour stimuler la créativité, pour stimuler l'imaginaire et pour amener la personne à se projeter dans le changement plutôt qu'à vouloir le changement. Et puis, le dernier point de ma vision qui est important, c'est que je ne suis pas là pour dire à la personne, vous allez faire ça, ou vous allez penser ça, ou vous allez ressentir ça. Je suis là pour lui permettre de vivre une expérience. Ça, c'est fondamental. Et c'est l'expérience que je vais lui permettre de vivre qui va lui permettre de vivre et d'apprendre ou de créer le changement. Je prends un exemple très concret. Une des caractéristiques de l'anxiété, je reprends l'anxiété puisque j'évoquais il y a quelques instants la notion d'anxiété, une des caractéristiques de l'anxiété, c'est que l'anxiété, elle est liée au fonctionnement de notre cerveau qui n'aime pas du tout l'inconnu du futur. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, je développe bien évidemment ça de manière beaucoup plus détaillée dans le cadre de la formation, mais pour faire les choses simples, qu'est-ce qui fait que nous souffrons d'anxiété? C'est parce que notre conscience, notre cerveau sait qu'il y a un futur, et il sait aussi, notre cerveau, que le futur est inconnu. Et comme notre cerveau n'a qu'une seule mission fondamentale au niveau neurobiologique, c'est d'assurer notre survie, d'assurer notre sécurité, eh bien, du coup, le futur représente un danger parce que ce futur, il est inconnu. Et on ne sait pas ce qui va arriver du futur. Et en même temps, on a suffisamment d'expérience de la vie pour savoir que du futur peut nous arriver de bonnes nouvelles, mais du futur peut également nous arriver de mauvaises nouvelles. Donc, ce futur est une sorte d'inconnu que l'on doit comme apprivoiser. Et les personnes qui souffrent d'une anxiété plus importante, eh bien, elles ont tendance à essayer de tout contrôler, de tout anticiper. Elles ont peur de l'imprévu, elles ont peur de l'insécurité et elles perdent comme une forme de curiosité parce qu'elles veulent absolument tout maîtriser, tout contrôler, tout anticiper. Ce qui est d'ailleurs un des modes de pensée assez caractéristiques de l'anxiété, c'est d'essayer d'imaginer tous les scénarios. Moi, je l'entends très souvent en consultation, mais ça peut bien évidemment m'arriver à moi aussi, parce qu'on souffre tous à un certain niveau d'anxiété. Eh bien, quand on est dans une situation un petit peu d'insécurité, d'inconnu, qu'est-ce qu'on a naturellement tendance à faire? C'est on imagine des scénarios, on se construit des scénarios du futur. Pour quelle raison on se fait cela? C'est simplement pour éviter, ou en tout cas pour limiter la part d'imprévisible du futur. Donc l'enjeu, c'est que la personne, elle puisse comme réapprendre à être en sécurité dans le présent, tout en ayant conscience que le futur est inconnu. Et pour illustrer cette notion d'expérience, qu'est-ce que je vais faire en séance? Je vais par exemple expliquer à la personne qu'on va faire une expérience. L'expérience que je vais lui proposer, c'est que elle va d'abord entrer dans un état plus ou moins profond, mais il n'y a généralement pas besoin d'un état profond, mais elle va juste entrer dans un léger état hypnotique. Et quand elle est dans cet état hypnotique, je l'avertis bien évidemment au début qu'à n'importe quel moment, je vais faire un bruit. Je peux claquer des doigts ou je peux faire un bruit avec ma bouche, des choses comme ça. L'idée, c'est de recréer l'imprévisible. Et dans mon discours hypnotique, je vais amener l'idée qu'elle peut être en sécurité tout en ne sachant pas ce qui va arriver. Et bien évidemment, c'est moi qui contrôle ce qui va arriver, puisque c'est moi qui contrôle à quel moment je vais claquer des doigts ou à quel moment je vais faire un bruit. Je peux parfois, des fois, utiliser un bol tibétain pour faire du son. Donc, j'utilise de temps en temps des petits accessoires.
Mais donc, c'est moi qui contrôle le moment où je vais faire du bruit. Mais donc, à ce moment-là, elle ne sait pas. Donc, elle est dans cette sorte d'insécurité. Elle est dans cette inconnu. À quel moment ça va venir? À quel moment ça va me surprendre? J'essaye de recréer, durant la séance, le contexte qui déclenche en elle l'anxiété. Et le but de la séance, c'est de lui faire vivre une expérience à travers laquelle elle peut apprendre à associer une certaine forme de stabilité et de sécurité à de la curiosité pour découvrir à quel moment il y a une surprise qui va arriver. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, je suis très, comment dire ça, assez révolté ou parfois un peu désespéré lorsque j'entends, même sur YouTube, mais j'entends aussi des hypnothérapeutes qui fonctionnent comme ça, où ils reçoivent une personne qui souffre d'anxiété, où ils reçoivent une personne qui ont de la tristesse parce qu'ils ont perdu un être cher, peu importe, ils vivent une situation douloureuse. Et puis, il y a un peu une technique magique qui consiste à imaginer une belle montgolfière. Et puis, une fois qu'on a bien imaginé la montgolfière, on imagine le panier qui se trouve en dessous de la montgolfière. Et puis, une fois que la montgolfière a été imaginée, que le panier, a été imaginé, accroché à la montgolfière, on suggère à la personne de déposer dans le panier de la montgolfière son anxiété ou son inquiétude ou ses peurs ou sa tristesse ou sa colère ou sa honte, peu importe l'émotion. Et puis ensuite, on laisse la montgolfière s'en aller. Moi, ça me révolte parce que ça ne permet pas à la personne d'apprendre quoi que ce soit. C'est comme si on essaye de faire en sorte que le problème n'existe pas. C'est comme si on essaye de mettre la poussière sous le tapis. Ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Alors, dans un premier temps, pendant quelques heures, ça va peut-être apaiser. Et en même temps, durablement, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer pour la simple et bonne raison, c'est que la personne n'a pas eu l'opportunité de pouvoir apprendre à vivre cette réalité de sa vie autrement. On a essayé de faire en sorte comme si ça n'existait plus. On le fait comme avec les enfants quand ils se blessent, on souffle, on leur dit « Oh, regarde le mal qui s'en va ». C'est exactement le même scénario, sauf que physiologiquement, on sait que l'intensité de la douleur, elle va diminuer. Et dans 10 minutes, il ne sentira plus rien. Donc, on peut, entre guillemets, tricher à ce moment-là. Et on peut détourner son attention en lui disant « Oh, regarde le mal qui s'en va », parce que physiologiquement, la douleur, elle va diminuer. C'est prévisible. Par contre, si une personne, elle vient me voir et qu'elle a de l'anxiété ou qu'elle a perdu un être cher, puis qu'elle a de la tristesse ou de la révolte ou de la colère ou de l'impuissance, peu importe, et puis qu'on utilise la technique de la montgolfière, quand elle va rentrer chez elle, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, rien n'aura changé. Donc pour moi, c'est irrespectueux d'une certaine manière d'envisager le travail de cette manière-là. Raison pour laquelle, je reviendrai tout à l'heure dans cette session de présentation, la stratégie d'intervention thérapeutique est importante parce que c'est ça qu'on apprend à faire. Quand on apprend la stratégie d'intervention thérapeutique, on apprend à questionner de manière précise la personne, de manière à pouvoir comprendre les mécanismes qui engendrent sa souffrance, sa problématique, sa douleur émotionnelle, psychologique, physique. Et ensuite, on se pose la question, comment on va utiliser l'hypnose pour permettre à la personne de vivre une expérience et que cette expérience puisse lui permettre de vivre le changement qu'elle souhaite vivre en venant me consulter. J'ai passablement déjà fait le tour des principes fondateurs de l'hypnose à travers mes différentes explications jusque-là, donc on va passer assez rapidement cette slide. Tout processus de changement est un apprentissage. Depuis tout à l'heure, je parle de curiosité, je parle d'apprentissage, je parle de stimuler l'imagination, et ça c'était encore une fois une des grandes visions de Milton Erickson dans les années 30, 40, c'est que pour lui, tout changement était un apprentissage. Il considérait même tout problème, et ça c'est ce qu'on retrouve un tout petit peu plus loin, tout problème ou difficulté est un appel à découvrir de nouvelles perspectives, un appel à apprendre quelque chose de nouveau. Donc on n'utilise pas l'hypnose pour lutter contre, on n'utilise pas l'hypnose pour lutter contre l'anxiété, on n'utilise pas l'hypnose, en tout cas du point de vue de l'approche ericksonienne, pour lutter contre la tristesse. S'il y a de la tristesse, on n'utilise pas l'hypnose pour lutter contre la honte ou la culpabilité s'il y en a.
on va utiliser l'hypnose pour apprendre quelque chose de nouveau. Parfois, c'est apprendre la souplesse mentale, parfois, c'est apprendre le pardon, mais ce qui est important, c'est que la personne puisse apprendre quelque chose de plus, de façon à ce qu'elle ait davantage de choix dans sa vie. Donc, tout processus de changement est un apprentissage. L'apprentissage de nouvelles pensées, de nouvelles représentations, l'apprentissage de nouveaux comportements. Quand une personne vient me voir pour changer une habitude néfaste, quelle qu'elle soit, eh bien, elle aura besoin d'installer des nouveaux automatismes, des nouveaux comportements dans sa vie quotidienne et également apprendre à ressentir de nouvelles sensations. Donc, tout processus de changement est un apprentissage. Et là où l'état hypnotique devient important, c'est que l'état hypnotique va augmenter ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à créer plus vite de nouvelles connexions entre les neurones. Et ce qu'il est important de comprendre dans ce lien entre l'apprentissage et la neuroplasticité, c'est que tout ce que vous apprenez, ce sont des nouvelles connexions que le cerveau va créer. Quand vous avez appris à marcher, votre cerveau a créé des milliards de connexions entre des milliards de neurones. Et ce sont toutes ces connexions qui se sont créées qui vous ont permis d'apprendre à marcher. Et aujourd'hui, quand vous marchez, vous réutilisez ces connexions que votre cerveau a faites. Et comme ça s'est installé sous forme d'automatisme, eh bien, vous n'avez pas besoin d'y penser volontairement ou consciemment. C'est un automatisme. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est un automatisme, que votre cerveau n'utilise pas les connexions que vous avez créées lorsque vous avez appris à marcher. C'est pareil pour apprendre à parler. Là, je suis en train de parler, de parler, de parler. Eh bien, pour pouvoir parler comme je parle, j'ai dû apprendre à parler. Et donc, apprendre à parler, ce sont des milliards de connexions que mon cerveau a faites. Quand je me regarde dans le miroir et que je me dis « tu es compétent » ou que je me dis « t'es nul », encore une fois, c'est un apprentissage. J'ai appris à me voir d'une certaine manière. Ce sont des connexions que j'ai faites à un moment donné qui m'ont amené à m'interpréter d'une certaine manière. Et donc, quand une personne, par exemple, pense qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas compétente et qu'elle ne va pas y arriver, ce sont des connexions qui se sont créées dans son cerveau à un moment donné. Ce qui est aussi intéressant au niveau de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. On n'a pas besoin de savoir pourquoi la personne pense ça. La seule chose qu'on a besoin de découvrir, et encore une fois, c'est le modèle stratégique d'intervention et le questionnement qui nous permettra de le découvrir, on a besoin de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les pensées, on va également parler de croyances, quelles sont les croyances que la personne a à propos d'elle-même, ou quelles sont les croyances que la personne a à propos du monde, ou quelles sont les croyances que la personne a à propos du lien entre elle et le monde. Toutes ces croyances, toutes ces représentations, ce sont des connexions qui se sont faites entre des neurones. Et donc, quand on a une certaine croyance et que cette croyance, elle nous limite, on sait aujourd'hui, d'un point de vue des neurosciences, qu'on ne peut pas l'effacer, avec ou sans hypnose. La probabilité de pouvoir effacer volontairement ce schéma est quasi nulle. En revanche, ce qui est toujours possible, et ça c'était la formidable intuition qu'avait Erickson à l'époque, qui est aujourd'hui confirmée par les neurosciences, c'est qu'on ne peut pas effacer ce qui existe, par contre, on peut créer la croyance complémentaire. Et moi, l'exemple que j'adore donner, c'est de dire, il y a de l'obscurité, on ne peut pas enlever l'obscurité. Si on prend l'analogie de l'obscurité, vous êtes plongé dans l'obscurité, que ce soit dans une pièce ou à l'extérieur, peu importe. Si vous êtes dans l'obscurité, vous savez, c'est une évidence, vous savez que vous ne pouvez pas l'enlever, l'obscurité. Il n'y a pas d'aspirateur à nuit, ou il n'y a pas de filet magique qui permet d'enlever la nuit. On ne peut pas enlever la nuit. En revanche, il y a quelque chose que l'on peut faire. Et c'est ce que j'ai fait là pour que vous puissiez me voir clairement éclairé à travers la caméra, c'est que j'ai mis de la lumière. Et même si à l'extérieur, le soleil est déjà derrière l'horizon et que comme le ciel est un peu gris, la nuit est en train de tomber, même si la nuit est en train de tomber et que l'obscurité est en train de s'installer, les lumières qui sont là vont vous permettre de continuer à me voir. Donc on peut toujours ajouter de la lumière dans l'obscurité. On ne peut pas combattre l'obscurité, on ne peut pas enlever l'obscurité, on peut ajouter quelque chose de plus. Et l'approche d'Erickson repose sur cette idée formidable, en tout cas moi je trouve formidable, c'est-à-dire on ne va pas se concentrer sur le problème, essayer de lutter contre le problème,
on va explorer comment donner la possibilité à la personne de trouver l'interrupteur, de trouver le moyen de mettre quelque chose de plus pour qu'elle ait et qu'elle retrouve du choix dans sa vie. Je peux me dire que je manque de compétences et en même temps croire que je suis capable de réussir. Et l'un n'est pas antagoniste de l'autre. J'ai pas besoin de penser que je suis le meilleur pour réussir ce que j'ai envie de réussir. Je peux continuer à croire que je suis pas terrible, et qu'en même temps que je continue à croire cela, je peux croire aussi que j'ai le droit de réussir. Je peux croire aussi que j'ai des compétences. Je peux croire que j'ai de la créativité. Je peux croire que j'ai de l'imagination. Moi, par exemple, j'en parlais dans un webinaire le mois passé. Depuis enfant, j'avais conscience, et c'était souvent l'environnement qui m'amenait à en avoir encore plus conscience, d'être un peu différent. Dans un premier temps, cette différence, c'est quelque chose contre lequel j'ai lutté. J'ai lutté contre cette différence en essayant d'être absolument standard, d'être conforme aux normes, de correspondre à ce que moi j'interprétais comme juste et approprié par rapport à ce que le monde extérieur attendait ou demandait. Pendant toutes ces années-là, j'ai souffert, jusqu'au moment où j'ai appris à accepter ma différence. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai appris à accepter ma différence et même à l'utiliser, que je ne suis plus différent. La différence, c'est que je suis différent, je reconnais mes différences. Ces différences, elles ont des inconvénients, elles ont des limites, c'est générateur parfois de souffrance, et en même temps, ces différences, je peux les utiliser, et elles peuvent être mon talent. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Donc, tout problème est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ce que je viens d'évoquer là, entre la différence et le fait de pouvoir apprendre à utiliser qui l'on est, eh bien, c'est la dernière case de cette slide, c'est la solution se trouve à l'intersection des opposés. Je peux avoir peur et je peux avoir confiance. Et ce n'est pas parce que j'ai confiance que je n'ai pas le droit d'avoir peur. Et d'ailleurs, le plus souvent, quand on peut combiner la peur et la confiance, on va appeler cela la prudence. Parce que la peur, elle va continuer à être là pour m'alerter d'un potentiel danger, et la confiance va me permettre de pouvoir aller au-delà de cette peur qui peut complètement me paralyser et m'enfermer. Donc, au niveau du programme de la formation, comme je l'évoquais tout à l'heure, naturellement, vous transmettre ce que j'ai appris auprès des formateurs auprès desquels je me suis formé. Donc, en ayant eu le privilège de me former il y a à peu près 25 ans, il y avait encore de nombreux élèves d'Erickson, donc des personnes qui s'étaient formées directement auprès de Milton Erickson, qui enseignaient encore l'hypnose. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire toute ma formation en hypnose avec d'anciens élèves de Milton Erickson. J'ai eu la chance d'aller comme à la source. Alors, Erickson est mort en 1980, donc il était plus là, mais il y avait les personnes qui s'étaient formées auprès de lui, qui continuaient à enseigner, à transmettre l'héritage de Milton Erickson. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Malheureusement, la majorité des enseignants auprès desquels je me suis formé, certains sont décédés, d'autres ne forment plus parce qu'ils sont trop âgés. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc moi, j'essaye à mon tour de transmettre, de continuer cette forme de transmission, de transmettre ce que j'ai appris auprès de ces enseignants, et également, comme je l'évoquais en début de présentation, de vous transmettre aussi le fruit de mon expérience, de vous amener dans ma formation ce que j'ai vécu en séance, les bonnes situations, les réussites parfois incroyables, et aussi les échecs, parce que on apprend tout autant de nos échecs que de nos réussites. Donc, j'essaie vraiment de vous amener, de vous transmettre le plus possible de ces 20 ans, plus de 20 ans d'expérience pour que ça vous aide à entrer dans cette pratique. Naturellement, dans le cas de la formation, on va développer les trois grands savoirs. Le savoir qui sont les connaissances théoriques, parce que bien évidemment, il est important d'avoir certaines connaissances théoriques. Et dans la formation, j'amène toutes les connaissances théoriques. Donc, si vous n'avez aucune connaissance de psychologie ou d'anatomie, je repars de zéro. Et ce qui est souvent très intéressant, c'est que même les personnes qui ont fait des cursus de psychologue, où j'ai eu des médecins psychiatres qui ont fait la formation avec moi, eh bien, il y a plein de choses qu'ils réapprenaient avec les présentations théoriques que je leur donnais.
Et puis en même temps, grâce à eux, eh bien, je sais que ce que j'explique et les éléments théoriques que j'amène dans ma formation, ils sont cohérents par rapport aux modèles théoriques, tant psychologiques que psychiatriques. Donc, le savoir-faire, qui sont bien évidemment les outils, les techniques, les principes de communication hypnotique, et puis comme je l'évoquais en tout début de cette présentation, le savoir-être, cette présence à vous-même, cette présence à l'autre, voilà, c'est plus que de la technique. Et ça, c'est vraiment, pour moi, essentiel. L'hypnose, c'est beaucoup plus que de la technique. En tout cas, l'hypnose ericksonienne. En hypnose hellmanienne, je ne veux pas critiquer l'hypnose hellmanienne, mais pour avoir entendu des personnes qui ont fait des formations d'hypnose hellmanienne, en hypnose hellmanienne, ils distribuent des scripts et on fait une séance en lisant un script. Moi, ça me correspond vraiment pas parce que si je lis un script, c'est que la spécificité de la personne que j'ai en face de moi, elle n'existe plus parce que du coup, le script, il est le même pour tout le monde. Donc, où est l'adaptabilité? Où est la dimension relationnelle? Où se trouve réellement le fait de créer une solution, une séance sur mesure pour la personne spécifique, unique que j'ai en face de moi? Raison pour laquelle moi j'ai une préférence bien plus grande pour l'approche ericksonienne où je ne vais pas vous distribuer de script, on va apprendre à les créer sur mesure en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Et puis comment est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre par la compréhension, donc il y a bien évidemment des moments où je vais expliquer les choses, et puis vous allez apprendre par l'observation. Je fais régulièrement des démonstrations dans la formation, des démonstrations que je fais comme si je faisais des vraies séances. Donc généralement, je démontre toujours beaucoup, beaucoup plus que ce qui est demandé à être mis en pratique par la suite, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout envie de faire des démonstrations au rabais en disant on fait comme si on était en séance et puis on fait une démonstration qui ne démontre que les outils ou les techniques que vous allez mettre en œuvre par la suite. Moi, je trouve que c'est important qu'une démonstration que je fais en séance, elle soit le reflet d'une vraie séance que je fais à mon cabinet. Donc, je fais une démonstration complète, et puis ensuite, on débriefe, et puis on refixe, on recadre les objectifs du travail pratique que vous aurez à réaliser par la suite pour bien évidemment entraîner, pratiquer et intégrer ces différents outils. Donc, apprendre par la compréhension, par l'observation, et comme je viens de l'évoquer, par la pratique. Au niveau de la structure pédagogique, j'ai construit la formation sur un modèle qu'on appelle itératif et incrémental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que pendant les 5-6 premiers jours de la formation, on pose les fondamentaux. On pose les fondamentaux en termes de communication hypnotique et on pose les fondamentaux du modèle stratégique d'intervention. Et une fois qu'on a posé ces fondamentaux, on va tourner autour de ces fondamentaux en les enrichissant de différentes perspectives ou sous différents angles de vue. Et les différentes perspectives, les différents angles de vue, c'est les différents types de demandes qu'on va rencontrer le plus souvent en séance. Donc on voit sur la diapositive, juste la mettre plein écran, on voit sur la diapositive que on commence par les fondamentaux théoriques, techniques hypnotiques, stratégies thérapeutiques. Et ensuite, on va tourner autour de ces fondamentaux. On commence par la peur, on continue avec les phobies, l'angoisse, les syndromes de stress post-traumatique, les habitudes néfastes, les TOC, la gestion de la douleur, la dépression. J'ai pas tout mis, il y a encore la psychosomatique, donc comment on aborde les symptômes physiques, les maladies. Donc, on va tourner autour de ces fondamentaux en les enrichissant. Donc, le programme de la formation, il n'est pas construit de manière linéaire, module 1, module 2, module 3, module 4, et on pourrait parfois même intervertir les modules. Tout est appréhendé dans une forme de globalité. Raison pour laquelle je n'ai pas pu décomposer la formation telle que d'autres instituts de formation le font, en disant, voilà, il y a 4 jours de base, après il y a 6 jours de praticiens, et puis il y a 10 jours de maître praticien, et puis on peut s'arrêter aux bases, ou on peut s'arrêter aux praticiens, on peut s'arrêter aux maîtres praticiens. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là parce que j'ai d'emblée envisagé la formation comme un tout. Et je trouve que d'un point de vue pédagogique, c'est beaucoup plus pertinent et utile
Parce que dans la majorité des autres écoles, typiquement le questionnement, ce que moi j'appelle la stratégie thérapeutique, c'est quelque chose qui n'est abordé que dans le maître praticien. Alors que moi, je trouve important que dès le début, dès notre découverte de l'hypnose, on ait déjà la perspective de la stratégie thérapeutique. Que tout l'apprentissage se fasse constamment en ayant cette perspective globale où on va établir une relation, on va questionner la personne, on va comprendre sa problématique, on va utiliser cette stratégie d'intervention thérapeutique et on va utiliser des outils hypnotiques pour pouvoir aider la personne à faire l'expérience qu'elle a besoin de faire pour apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre. Donc voilà pour la raison pour laquelle ce modèle pédagogique repose sur cette notion de spirale pour vraiment permettre cette appréhension globale de toutes les connaissances et que tout de suite vous puissiez faire des liens. Parce que si on décompose en modules, après il y a la grande difficulté de devoir faire des liens et je trouve beaucoup plus intéressant d'avoir tout de suite cette appréhension globale. Bien évidemment, comme il y a un diplôme à la fin de la formation, il y a des critères de certification et l'évaluation des acquis se fait sur 3 axes. Le premier axe, c'est la validation de votre intégration des outils et des techniques d'hypnose. Et ça se fait tout au long de la formation. Donc, je suis accompagné d'assistants ou d'assistantes et ces assistants et moi-même, on se promène, on vient vous écouter quand vous réalisez les exercices pratiques. Et c'est à travers cette observation, cette évaluation constante, tout au long de la formation, qu'on évalue votre intégration, votre acquisition des différents outils hypnotiques. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de faire cette évaluation dans la continuité que d'attendre, par exemple, l'avant-dernier jour, et puis à l'avant-dernier jour de la formation, une technique vous est imposée, vous devez la mettre en pratique, et puis on vous écoute et on vous évalue. Déjà, ça serait pas le reflet de la réalité. Et puis 2, eh bien, il y a des jours où on est mieux, il y a des jours où on est moins bien, il y a des techniques qui nous conviennent mieux, il y a des techniques qui nous conviennent moins bien. Et donc, ça me semble beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste, beaucoup plus adéquat de faire cette évaluation tout au long de la formation. Donc, il n'y a pas un moment donné où il y a une forme d'examen et on évalue votre intégration, votre acquisition des différents outils, des différentes techniques hypnotiques. Donc ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, eh bien, il y a le besoin de valider que vous avez intégré ce modèle stratégique d'intervention que je vais présenter dans quelques instants. Ce modèle qui repose sur un ensemble d'étapes, comment on questionne la personne, comment on utilise les informations qu'on a récoltées dans le questionnement, comment on construit la séance d'hypnose sur mesure. Donc, il y a tout ce modèle. Et pour valider que vous avez bien intégré ce modèle et que vous l'avez compris, eh bien, à l'issue des 20 jours de la formation, il y a 3 cas pratiques sous forme écrite à rendre. Et ça, vous avez l'année qui suit la fin de la formation pour présenter ces 3 cas pratiques qui correspondent à 3 séances que vous avez réalisées avec des personnes en dehors de la formation. Et en utilisant, bien évidemment, le modèle stratégique d'intervention. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est d'apprendre à vous auto-évaluer. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner de la confiance, c'est ce qui va vous permettre d'établir des relations avec vos clients, vos patients qui seront beaucoup plus justes et équilibrés. Parce que le grand danger dans ce type de métier, dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit en coaching, en hypnothérapie, on a toujours ce même défi, c'est de pouvoir évaluer nos compétences indépendamment des changements que les personnes ont vécu ou n'ont pas vécu en venant nous voir. Le grand piège, le grand danger, c'est par exemple de dire la personne, elle vient me voir et en venant me voir, elle a vécu un changement. Si elle a vécu un changement, ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Si au contraire, la personne, elle vient me voir et puis quand elle revient me voir une deuxième fois, une troisième fois, rien n'a changé, ça veut dire que j'ai fait du mauvais travail. Ça, c'est très, très dangereux parce que ça signifie que je contrôle le changement. J'ai tous les pouvoirs. Et si je fais un bon travail, alors la personne, elle va changer. Si je fais du mauvais travail, elle ne va pas changer. Ça veut dire que tout dépend de moi et ça veut dire que j'ai tous les pouvoirs. Ce qui est complètement inadéquat et faux. Et il y a encore un effet beaucoup plus pervers qui peut s'installer dans ce genre de mécanisme, c'est que il y a des moments où on va pas le dire consciemment, mais ça peut être dans des mécanismes assez inconscients,
Ça peut être de dire, mais s'il vous plaît, changez, vivez le changement pour me rassurer à propos de mes compétences. La personne qui vient me voir, elle n'a pas à me rassurer à propos de mes compétences. Elle ne doit pas changer pour me rassurer. Elle est invitée, je vais tout faire pour qu'elle puisse vivre un changement, mais le changement, elle le vit pour elle. Elle le vit pas pour moi et pour me rassurer sur mes compétences d'hypnothérapeute ou de coach ou d'accompagnant. Donc c'est important, fondamental, que on puisse développer cette notion d'auto-évaluation. C'est le seul moyen, à ma connaissance aujourd'hui, qui permette d'apprendre de chaque expérience. Et en même temps qu'on peut apprendre de chaque expérience, eh bien, de garder une certaine forme de neutralité qui fait que on n'attend pas que la personne change pour nous rassurer à propos de nos compétences. En tout cas en Suisse, dans tous les métiers, on va dire, de l'accompagnement, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, maîtres sociaux professionnels, donc dans tous les métiers de l'accompagnement, ils ont mis en place dans les formations aujourd'hui de base, ils ont mis en place ce module d'auto-évaluation parce que c'est le moyen le plus juste de s'auto-évaluer, de continuer à se développer tout en libérant la personne de la nécessité qu'on peut lui faire peser de devoir changer. Les différents outils que vous apprendrez, alors là, j'ai fait une liste assez voilà, pas complète, mais les principaux outils. Probablement que ça va pas vous dire grand-chose, donc je les ai énumérés pour vous donner une idée de l'ensemble des outils qui vous sont présentés et enseignés durant la formation. Donc, bien évidemment, il y a toutes les techniques de base de communication, suggestion directe, suggestion indirecte, suggestion métaphorique. Il y a naturellement les outils du questionnement phénoménologique, ce fameux questionnement si important que je vais présenter dans quelques instants. Un incontournable en hypnose et qui fait que l'hypnose peut être utilisée en dehors de séances d'hypnose, on va dire, assez classiques, qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Moi, il y a beaucoup de participants aujourd'hui, depuis quelques années, qui viennent du domaine des soins. Infirmières ou infirmiers, anesthésistes, diététiciennes ou autres. Des gens qui sont dans le soin ou l'accompagnement et qui n'ont pas toujours, dans leur contexte professionnel, soit le temps, soit la possibilité de faire une séance d'hypnose formelle avec une induction telle qu'on peut l'imaginer classiquement. Et en même temps, ce qui est formidable dans l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on a toute cette dimension conversationnelle. Et ça, c'est quelque chose également qui est spécifique à l'hypnose ericksonienne, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Il n'y a pas besoin d'induire un état hypnotique. On peut très bien utiliser toute la puissance et toutes les ressources, toutes les capacités de l'hypnose dans un contexte conversationnel. Et moi, ça m'arrive à la fin de certaines séances que des personnes me disent « on n'a pas fait d'hypnose parce qu'on a conversé tout le long ». Et ils se sont pas rendus compte qu'à certains moments, je faisais un peu plus spécifiquement de l'hypnose conversationnelle. Et même aujourd'hui, avec le recul, pour moi, l'heure et demie, parce que je fais des séances d'une heure et demie, après ça c'est mon besoin, l'heure et demie de séance, c'est une heure et demie d'hypnose conversationnelle. Et je suis constamment en train d'utiliser toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les possibilités de la communication pour aider le mieux possible la personne qui vient me voir. Ensuite, on va utiliser, explorer, expérimenter ce qu'on appelle l'intention générative, où on va stimuler les ressources créatives, génératives du cerveau, la technique des mains en miroir de ce grand monsieur qui est Ernest Rossi, deux grands classiques de l'hypnose dont vous avez certainement déjà pu voir ou en avoir des démonstrations à la télévision, c'est typiquement le lieu ressource. Le lieu ressource est le grand classique qui est utilisé aujourd'hui en anesthésie hospitalière, où on demande à la personne de décrire un lieu dans lequel elle est bien, en sécurité, et puis ensuite on fait une induction et on amène la personne à aller dans ce lieu pour être bien confortable. Ça, c'est ce qu'on appelle le lieu ressource, donc bien évidemment un incontournable de l'hypnose, le lieu ressource, et son équivalent en termes, pas nécessairement de lieu, mais de croyance, d'expérience, qu'on appelle l'expérience ressource. Les techniques des stimulations bilatérales et l'EFT, parce que ce sont des techniques complémentaires à l'hypnose. Et ces techniques complémentaires, elles viennent combler la seule faille, pour moi en tout cas, la seule grande faille de l'hypnose, c'est les émotions débordantes. Quand on a une personne qui vient et qui a soit très très peur ou qui a beaucoup beaucoup de tristesse, quand il y a une émotion qui est vraiment débordante et très très intense, ça va être difficile
d'induire un état hypnotique, parce que quelque part, l'émotion, elle prend toute la place et c'est difficile pour la personne d'entrer dans l'état hypnotique. Donc, grâce aux stimulations bilatérales et à l'EFT, on a des techniques complémentaires qui viennent accueillir ces émotions, favoriser une transformation plus rapide et plus éthique de ces émotions, pour ensuite apaiser ces émotions et qu'on puisse ensuite continuer avec l'hypnose. Donc, dans la formation, je présente ces outils comme vraiment des outils qui sont complémentaires à l'utilisation de la communication hypnotique, conversationnelle ou plus traditionnelle. Les techniques du film du futur, de la boule de cristal, qui sont là aussi des grands classiques de l'hypnose. Naturellement, on va apprendre à utiliser aussi les phénomènes hypnotiques, les mouvements des doigts qui bougent tout seuls, les principes de lévitation, les mains qui bougent, ou la catalepsie. Donc voilà, ce sont des grands, ou l'amnésie, ce sont des grands classiques, des phénomènes hypnotiques qu'on apprend à utiliser. Et puis le dernier grand module, ce sont ce qu'on appelle les outils en lien avec le temps, et principalement la distorsion temporelle et le voyage temporel. Donc ça, c'est pour les outils, l'ensemble des outils qu'on apprend, qu'on expérimente, que je démontre durant la formation. Mon fameux modèle d'intervention stratégique. Donc ce modèle d'intervention stratégique, je l'ai vraiment développé au fil des années de ma pratique, parce que j'avais besoin à la fois d'avoir un modèle qui m'aide à structurer mes séances, et puis quand j'ai commencé à enseigner l'hypnose, donc j'ai commencé à enseigner en 2007, la formation d'hypnothérapeute, je la donne depuis 2007, donc ça fait déjà un bon petit bout de temps, j'ai eu besoin de pouvoir enseigner comment je m'y prends, parce que je pouvais le faire en partie de manière un peu intuitive, en partie basée sur l'expérience, mais je peux pas simplement enseigner en disant essayez ou expérimenter ou essayez de sentir. Non. Si on veut enseigner quelque chose, il faut d'abord qu'on reprenne conscience de ce que l'on fait, qu'on le décortique de manière à pouvoir ensuite l'enseigner. Donc ce modèle d'intervention stratégique, il est vraiment né de l'analyse de ma pratique, comment je fais quand je fais des séances qui fonctionnent bien, et de créer une forme de modèle. Et donc ce modèle, c'est celui-là, c'est que la personne, elle vient pour une problématique, une demande, donc c'est sur la colonne de gauche, et première étape de la séance, on fait ce qu'on appelle le questionnement de la demande. Et donc durant la formation, je présente plusieurs outils qui vont vous aider à structurer votre questionnement, à pouvoir développer un questionnement qui soit à la fois puissant et important, qui vous permettra de comprendre comment la personne que vous avez en face de vous, spécifiquement, elle fait l'expérience de la problématique. Et ce questionnement de la demande, il va vous permettre d'identifier ce que j'ai appelé la structure du problème. C'est vraiment le cœur, c'est le noyau, c'est le mécanisme. Et attention, c'est pas l'explication du pourquoi. Comme je le disais tout à l'heure, le pourquoi ne nous intéresse pas. Alors parfois on le connaît, parfois on ne le connaît pas. Mais quand on fait ce questionnement de la demande, on ne cherche pas à répondre à la question pourquoi vous avez de l'anxiété ou pourquoi vous avez de la colère ou pourquoi vous avez de la tristesse. On va chercher à identifier quels sont les schémas de pensée, quels sont les souvenirs que vous cultivez, comment vous représentez le futur. Donc la question importante, ça va être la question comment. Et donc, le questionnement de la demande, eh bien, c'est un ensemble d'outils que je présente et qu'on met en pratique dans la formation pour apprendre à questionner la demande de façon à pouvoir identifier la structure du problème qui est le mécanisme intérieur. À partir de ce mécanisme intérieur, on va en déduire ce qu'on appelle la structure de la solution. Donc là, on parle sur le côté droit du modèle d'intervention. Et la structure de la solution, c'est qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre. Si je reprends les exemples que je donnais avant, il y a de l'obscurité, comment on peut amener de la lumière? Ou il y a de la peur, comment on peut amener de la confiance? Donc, qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre? Quelle est la nouvelle pensée? Quelle est la nouvelle croyance? Quelle est la nouvelle représentation que la personne a besoin de développer pour pouvoir avoir plus de choix dans sa vie? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure de la solution. Et à partir du moment où vous avez la structure de la solution, là, on commence à penser en termes d'outils hypnotiques et on va construire ce que j'ai appelé la stratégie d'intervention ou le travail hypnotique. Donc, on va penser en termes d'outils hypnotiques, on va penser en termes de suggestions hypnotiques à partir du moment où on a identifié qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre pour pouvoir vivre les choses autrement.
Et si je reprends l'exemple que je donnais en début de présentation avec l'anxiété, comment j'ai découvert que l'anxiété, elle a cette structure-là, c'est une représentation du futur, et comme le futur est inconnu et qu'on est impuissant à contrôler le futur, eh bien ça met notre cerveau dans le présent, dans l'insécurité. Comment j'ai découvert ça? Je l'ai pas lu dans un bouquin. Bon, probablement que ça peut exister dans les bouquins, mais moi je ne l'ai pas lu dans les bouquins en tout cas. Moi je l'ai appris par l'expérience. Je l'ai appris en questionnant les personnes qui venaient me voir pour de l'anxiété. Et en questionnant 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 qui viennent me voir pour de l'anxiété, je découvre que elles ont toute une manière de vivre l'anxiété qui est un petit peu différente. Et en même temps, à chaque fois, il y avait ce même schéma central. Donc, le questionnement qui permet d'identifier la structure du problème. Et donc, c'est à partir de la structure du problème qu'on en déduit la structure de la solution. Et quand on a la structure de la solution, là, on peut se poser la question, quelle expérience je vais construire? Comment je vais utiliser les outils de l'hypnose pour aider la personne à apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre et donc, du coup, à vivre le changement pour lequel elle est venue me consulter. Donc, pourquoi le questionnement est aussi important? Eh bien, il permet d'identifier, comme je viens de l'évoquer, la structure du problème. Et c'est également en identifiant la structure du problème qu'on va pouvoir favoriser un changement qui sera profond et durable. Moi, combien de fois, je les compte plus, combien de fois j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, mais j'ai déjà fait de l'hypnose, avec moi ça marche pas ». Alors je dis pas qu'avec moi ça marche toujours, mais en tout cas avec moi ça marche pas. Et puis je les questionne, puis je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'elles ont fait durant leurs premières expériences d'hypnose. Et très souvent je me retrouvais avec des lieux ressources, avec des techniques de la montgolfière. En fait, des séances d'hypnose qui ne cherchent pas à permettre à la personne d'apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre pour avoir plus de choix, mais des séances d'hypnose qui cherchent à diminuer l'intensité du problème. Vous avez trop peur, on va essayer de diminuer la peur. Ou vous avez trop de tristesse, on va me souffler sur la montgolfière pour faire partir la tristesse. On lutte contre le problème. Et c'est évident que quand on n'a pas compris le mécanisme à l'intérieur, et qu'on n'a pas su identifier qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre pour pouvoir avoir plus de choix dans sa vie, ben, on ne fait que ce qu'on peut, c'est-à-dire essayer de lutter contre le symptôme, ou lutter contre le problème, ou lutter contre l'habitude. Ça, on sait aujourd'hui. Et les neurosciences, encore une fois, elles l'ont clairement démontré. Lutter contre, ça ne marche pas. Voire même, ça renforce le problème. Donc, c'est important pour moi de savoir poser les bonnes questions pour pouvoir vraiment faire un travail qui soit aidant. C'est à la fois beaucoup plus aidant pour la personne qui vient nous voir, et c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour nous, parce qu'on a le sentiment de pouvoir faire un travail qui est vraiment aidant et qui va être durable. Ça va nous permettre également vraiment d'entrer dans la compréhension des cadres de référence de la personne. Ça va nous permettre d'entrer dans ses chaussures, comme je dis, de voir le monde à travers ses yeux, d'entendre le monde à travers ses oreilles, de vivre à travers ses propres repères, ses propres croyances, ses propres références, ses propres expériences, d'entrer dans son univers et à partir de son univers, de pouvoir découvrir qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre pour pouvoir vivre les choses autrement. Donc, et ça, moi, je ne peux pas le deviner. Encore une fois, j'ai souvent des personnes qui sont venues me voir pour de l'anxiété. Ben, j'ai très souvent fait des choses complètement différentes. Le problème est le même, les symptômes sont les mêmes, le diagnostic est le même, et ce sont des personnes différentes. Et comme ce sont des personnes différentes, eh bien, je vais travailler de manière différente avec elles. Je ne vais pas faire les mêmes suggestions, je ne vais pas utiliser les mêmes techniques, je ne vais pas utiliser les mêmes outils, parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente, et j'essaye d'être au plus proche de la spécificité de la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir l'aider au mieux. Ce qui est aussi super intéressant avec le questionnement, c'est que comme moi je pars du principe que je ne sais pas, je répète souvent, l'art du non-savoir est un art hyper important. En tout cas, dans mon approche de l'hypnose, et Erickson le disait aussi très souvent, ne pas savoir est la meilleure chose qu'on puisse cultiver, parce que ça va développer la curiosité, et la curiosité va nous amener à poser des questions. Et en posant des questions, on va vraiment pouvoir comprendre comment la personne fait l'expérience de la vie, comment elle fait l'expérience de sa problématique. Et donc, comme on va poser plein de questions
Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous souvenez de votre passé? Comment vous imaginez le futur? Quand on pose toutes ces questions, eh bien, on va amener la personne à élever son niveau de conscience. Elle va se comprendre elle-même. Et moi, ça m'est arrivé très souvent, à la fin d'une séance, que la personne me dise, mais c'est incroyable. En 1 heure et demie, j'ai l'impression de m'être découverte. Et ça, c'est super important aussi, parce que cette élévation du niveau de conscience fait que la personne, elle prend conscience de ses mécanismes et elle va pouvoir s'engager dans le processus thérapeutique hypnotique encore mieux parce qu'elle lui donne du sens. Parce que le fait d'avoir compris consciemment, le fait d'avoir identifié ces mécanismes consciemment, ça va lui permettre de pouvoir se dire, ah, donc du coup, quand on va faire cette expérience hypnotique, ça va m'aider à apprendre ça, ou ça va m'aider à développer cette nouvelle perception, ou ça va m'aider à développer cette nouvelle capacité. Donc la personne, elle peut donner du sens au travail hypnotique. Et quand la personne, elle est en mesure de donner du sens à l'expérience hypnotique est systématiquement plus puissante. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler à la fois avec le conscient et l'inconscient. Et puis pour terminer, je dépasse toujours un petit peu, je dis 2 heures, 1 heure, et puis je fais 1 heure et quart. Pour terminer, quelles sont les ressources qui seront mises à votre disposition durant la formation pour vous accompagner, vous aider dans votre processus d'apprentissage? En plus des 20 jours de la formation, il y a un support de cours que j'ai rédigé personnellement, donc il est parfaitement adapté à ce que je présente d'un peu plus de 300 pages. L'ensemble des journées de formation sont enregistrées en qualité pro, c'est-à-dire que je porte un micro et il y a vraiment des enregistrements de qualité et je mets à votre disposition tous les enregistrements. Donc, si vous avez loupé un passage, vous voulez réécouter un passage d'une explication, il y a toujours la possibilité de tout réécouter, tout est enregistré. Lorsque je fais les démonstrations vidéo, avec une personne volontaire du groupe, je lui demande toujours si elle accepte d'être filmée. Le plus souvent, tout le monde accepte d'être filmé. Donc, il y a également une captation vidéo des démonstrations pour que vous puissiez revisionner les démos et vraiment décortiquer à la fois mon langage verbal, mais aussi, et c'est important, toutes les dimensions non verbales de la communication. Donc, toutes les démonstrations, elles sont filmées en plus pour vous permettre vraiment de comprendre tout cela. Il y a également une trentaine de séances d'auto-hypnose que j'ai enregistrées au fil du temps et que je mets gratuitement à disposition dans le cadre de la formation pour que, encore une fois, vous puissiez écouter, analyser, décortiquer la communication hypnotique. Puis juste le fait d'écouter, notre cerveau, il apprend par l'écoute. C'est comme ça qu'on a appris à parler. On a écouté, puis qu'on a reproduit. C'est comme ça qu'on a appris à parler. Donc, écouter des séances, c'est un excellent moyen d'apprendre à développer ce langage hypnotique dans notre cerveau. Et puis, sous forme de e-learning, donc de formation en vidéo, il y a des séances qui sont là analysées, décortiquées, parce que bien évidemment, dans le cadre des 20 jours, on n'a pas le temps, après une démo, d'analyser, de décortiquer. D'ailleurs, j'ai pas nécessairement le recul nécessaire toujours pour tout analyser et décortiquer. À titre d'exemple, une séance d'environ 40 minutes, elle fait à peu près l'objet d'une analyse de 2 heures à 3 heures. Donc vraiment, c'est une analyse extrêmement fine et là, ça vous permet vraiment de comprendre, d'entrer dans le cœur de toute la richesse de la communication hypnotique. Donc pour pouvoir vous permettre d'entrer et de comprendre toutes les dimensions de la communication hypnotique, il y a ces 30 heures de formation en e-learning, là vous le faites à votre rythme, de manière à pouvoir entrer dans cette compréhension. Et puis tout au long de la formation, je vous mets également à disposition des liens vers des vidéos, des ressources sur Internet pour vous donner de la matière et puis permettre à votre cerveau d'être nourri, de stimuler votre curiosité, parce que la curiosité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà pour la présentation de ma formation. Si naturellement vous avez des questions, vous pouvez soit m'envoyer par le formulaire sur mon site une demande, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique, on peut même se rencontrer à mon centre de formation à Vaumarcus. Voilà, si vous souhaitez qu'on échange en direct de manière très spécifique, vous êtes naturellement les bienvenus et les bienvenus.
Je vous remercie d'avoir été là durant cette heure et quart. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous et si vous avez des questions, naturellement, je suis à votre disposition. Vous êtes les bienvenus. Merci. Au revoir.